L'œil sur le monde, on l'ouvre également ce soir en vous parlant de ce qui est qualifié de porte de l'enfer actuellement du côté de l'Ukraine. La situation n'a jamais été aussi dangereuse sur le front de l'Est alors que les forces armées russes avancent. C'est ce qu'écrit le New York Times citant des responsables militaires ukrainiens. Nous allons en parler avec les experts que je salue. Bonsoir Abnous Chalmani, merci d'être là, éditorialiste international. Bonsoir à vous, général Michel Yakovlev, j'en ai rajouté un peu là. Ancien chef d'état-major du SHAPE, commandement suprême interallié. Merci d'être avec nous. Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Tous mes voeux à tous les trois. Nous attend sur le terrain et là-bas, il fait beaucoup plus froid qu'à Paris ou en France. Solène Rioux, pardon de vous avoir fait attendre, Solène. La situation n'a jamais été aussi dangereuse, dit donc le New York Times aujourd'hui, qui parle de porte de l'enfer. Vous êtes sur le terrain. Est-ce que effectivement ces mots, ces expressions vous semblent parfaitement appropriées ? Vous savez, la guerre, c'est toujours l'enfer, encore plus pour ceux qui la font et encore plus à mesure que vous vous rapprochez du front. D'autant que là, on est dans une guerre de position, une guerre d'attrition où il y a énormément de pertes de part et d'autre. Et vous l'avez dit, ce qui rend en ce moment les combats d'autant plus difficiles, ce sont les températures extrêmes qui baissent depuis quelques jours. Là, par exemple, on est dans le Donbass. Alors, il fait moins 12 degrés, mais le ressenti est de moins 20 degrés. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les forces ukrainiennes qui se battent sur la ligne de front. Et ces températures vont encore baisser dans les jours à venir. On sent aussi l'extrême fatigue des soldats qui sont toujours déterminés à vaincre l'ennemi russe, mais on sent tout de même qu'ils ont le contre-coup de la contre-offensive qui a échoué. Alors avec Gabriel Aurillon, on a pu se rendre ces derniers jours sur deux fronts principaux. Le front autour de la ville de Kupiansk, dans l'oblast de Kharkiv, et puis le front autour de Bakhmout, plus précisément au niveau de Tchassivyar, dans l'oblast de Donetsk. Alors certes, toutes les portions du front sont bien évidemment différentes, mais il y a une remarque que nous ont fait les militaires à chaque fois, à Kharkiv et à Donetsk, et qui était similaire, c'est que cet hiver leur semble plus difficile que l'hiver dernier, principalement parce que l'hiver dernier, la plupart des attaques étaient concentrées autour, vous savez, on en avait énormément parlé, de la ville de Bakhmout, alors que cette année, elles sont plus diffuses le long de la ligne de front. Et puis, il y a deux problèmes dont on parle beaucoup, c'est bien évidemment, et qu'ils sentent énormément sur le terrain, c'est bien évidemment la pénurie de munitions. Les Ukrainiens sont obligés de rationner, parfois ils ne peuvent même pas riposter à des attaques des soldats russes, parfois ils n'ont même pas l'appui-feu nécessaire, et puis il y a aussi la pénurie d'hommes. On a rencontré un militaire, et ça c'était aussi intéressant, parce qu'on l'entend peu, et il nous a dit que pour lui, plus encore que la pénurie de munitions, le vrai problème, c'était le manque de fantassins en première ligne. Alors ce sont deux problèmes qui ne sont pas prêts de s'arranger, et ce qui est encore pire, c'est qu'en face, la Russie n'a pas du tout ces problèmes. Les obus, elle utilise une stratégie qui consiste à arroser les Ukrainiens avec des obus. On parle d'un rapport d'un obus ukrainien pour 6 obus russes, et ça nous a été confirmé encore une fois du côté de la région de Kharkiv et du côté de la région de Donetsk. Et puis la Russie envoie aussi ses vagues humaines, vous savez, vers les positions ukrainiennes. Les soldats ukrainiens nous parlent, et je les cite, d'une fourmilière de soldats russes à laquelle ils ne parviennent pas à faire face. Merci beaucoup Solène Rioux, et merci infiniment également à Gabriel Aurillon qui était avec vous. Bon courage à tous les deux. Alors, Général Yakovlev, je me tourne vers vous. On lit dans ce même article du New York Times que les Russes utilisent des drones kamikazes FPV. Alors, je vais traduire, vu à la première personne, qui oblige les Ukrainiens à abandonner les équipements et à opérer à pied. On apprend qu'il y a des tactiques russes qui consistent notamment à diffuser des sons de drones, mais pour tromper les soldats ukrainiens et les forcer à révéler leur position. Ce sont des techniques que vous connaissez, peut-être, j'imagine, mais on a l'impression surtout que les Russes font preuve de beaucoup, d'adaptation, d'ingéniosité. Oui. En l'occurrence, ils copient ce que les Ukrainiens leur ont fait depuis un an. Ils ont été à bonne école et ils commencent à appliquer ce que les Ukrainiens leur ont fait. Voilà, c'est un facteur égalisateur, le temps. Dans la guerre. Au bout d'un moment, on apprend de l'autre. Maintenant, alors je ne veux pas minimiser la dureté de ce qui se passe sur le front et tout, mais par exemple, l'article évoque un rapport d'obus, ou Solène Rioux évoque un rapport d'obus de 1 pour 6. Oui. Il semblerait que ce soit mieux qu'à Bakhmout l'été dernier, où on parlait de 1 pour 10. Vous voyez, donc je suis peut-être un peu cynique en disant ça, mais on n'est pas... le front ukrainien, malgré tout, ne me paraît pas prêt de s'effondrer. Et même s'il s'effondrait, les Russes n'auraient pas les moyens de faire un bond de 50 km, si vous voulez. Donc en fait, sous la dureté du combat et avec cette nouvelle efficacité russe, c'est vrai,
la réalité, c'est que je pense que les deux camps sont à peu près, ils se neutralisent en réalité, et ça peut durer longtemps. Alors, l'une des difficultés redondantes pour l'Ukraine, c'est l'armement. Et ce que l'on apprend également dans cet article, c'est que les Ukrainiens, eux aussi, utilisent ces fameux drones parce qu'ils n'ont plus assez d'obus et donc il faut compenser. On en est là quand même du côté ukrainien, Gallagher Fenwick. Et est-ce que ça peut vraiment compenser d'utiliser ces fameux drones quand on n'a plus assez d'obus ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent qu'ils utilisent parfois les drones comme des obus d'artillerie, c'est-à-dire qu'ils les remplacent. Donc, ce sont ces fameux drones kamikazes dont ils expliquent qu'ils peuvent aller à la vitesse d'une voiture et qu'en plus, justement, l'outil de visualisation permet d'être le plus précis possible. Mais il y a deux énormes soucis qui sont soulignés dans cet article. D'abord, c'est que non seulement les Russes s'adaptent et copient, mais ils refont ce que les Russes savent faire, c'est qu'ils massifient. Donc en réalité, à ce stade, il y a beaucoup plus de drones dans les cieux qui sont russes que de drones qui sont ukrainiens. Ça, c'est un premier souci. Le deuxième souci, et qui a peut-être été sous-estimé à la fois par les Ukrainiens et par les nations alliées, à commencer par les Américains qui sont largement pointés du doigt sur ce front, c'est ce qui s'appelle l'aspect cyber, la partie cyber de la guerre. Donc tout ce qui est instrument de brouillage, et tout ce qui est électronique. Effectivement, c'est-à-dire que les Russes sont devenus très très bons, manifestement, dans l'utilisation de brouilleurs. Ils ont notamment un système, et ce qui est expliqué, c'est qu'il est disposé à peu près tous les 10 km et qu'il a justement un brassage qui va sur une circonférence de 10 km et qui fait que les Ukrainiens, non seulement ils ont moins de drones, mais ils en perdent énormément. Voilà, 2000 par semaine, donc des milliers par mois. Et même si c'est des instruments qui valent, explique-t-il, à peu près 900 € pièce, ça fait énormément de pertes. Donc effectivement, beaucoup sont perdus à cause du brouillage, encore une fois. Donc le brouillage électronique. Et je vais juste ressortir un article qui date un peu, mais il faudra m'en excuser, mais qui était fort intéressant. On en avait parlé sur ce plateau. Un article de Capital qui disait que la Russie prend une avance décisive sur la guerre électronique. L'OTAN serait même maintenant impuissant pour aider Kiev à se défendre face au brouillage russe. La guerre électronique est la plus grande faiblesse de l'Ukraine, c'est ce que disait Asie Economist également. Un membre éminent du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, qui est basé à Washington. Et il disait, cet expert-là, que les alliés de Kiev ont trop porté leur attention sur l'aide matérielle et pas assez sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai, même des hauts gradés ukrainiens, Anoush Shalmani, avaient alerté. Zaloujny, le premier, avait dit, sur ce front-là, on n'est pas aidé, on ne va pas assez loin, c'est une guerre de modernité, il va falloir que le plus moderne se positionne et c'est lui qui gagnera. C'est l'un des fronts. Alors, c'est intéressant parce qu'au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Ukrainiens étaient vraiment dans un système D. Ils utilisaient tout. Vous aviez à l'arrière des civils qui récupéraient des portables, qui refabriquaient, reconditionnaient, se mettaient au service de la guerre et renvoyaient ça sur le front, justement dans cette optique de guerre électronique. Sur les drones, les Ukrainiens avaient énormément d'avance, ils savaient les utiliser. Donc, en fait, c'est guerre électronique comme tout le reste. Chez les Russes, vous aviez ce côté massif. On arrive, on a des hommes, ils se sont embourbés, etc. Et après, effectivement, le général a tout à fait raison. Il y a un côté imitation. C'est qu'ils les ont regardés. Pareil, il y avait une forme de dextérité, il y avait une manière, une spontanéité presque ukrainienne qui surprenait les Russes. Les Russes, à force d'observer, d'avoir des pertes, ont regardé et ont fini par imiter. Le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils doivent, en gros, être présents sur tous les fronts parce que ils sont forcément en infériorité numérique et qui sont face à une armée et surtout à une mentalité russe où la mort n'a pas la même valeur. Je le dis souvent, mais c'est pour comprendre comment on fait la guerre, pour comprendre un pays, il faut d'abord lire sa littérature. C'est que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est que c'est pas... Vous savez, moi, c'est toujours quelque chose... Et je vais prendre l'exemple le plus grossier. Vous avez la bataille de Stalingrad, où on a envoyé des gens sur le front en disant vous y allez avec une Kalachnikov pour deux ou avec même pas de Kalachnikov, mais une arme pour deux. Puis quand votre camarade tombe, vous prenez l'arme et vous faites. Et après, ça a été 1 pour 3. Ça a été une boucherie. Vous dites après une bataille comme ça serait passé en France, vous aurez eu une révolte contre le petit père des peuples qui avait, en l'occurrence Staline, décidé de cette manière de faire la guerre, qui avait refusé, attendu, qui ne croyait pas à une invasion
d'Hitler, donc jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il soit là, je vais dire presque sous ses fenêtres, il disait c'est pas vrai parce que je ne peux pas avoir tort. Donc vous dites mais non, il n'y a pas eu de révolte après. Vous allez me dire oui, tout a été fait, mais il y a aussi un état d'esprit. Et même en remontant plus loin par rapport au tsar, il suffit d'ouvrir Tolstoï, il suffit de lire Dostoïevski, c'est pas le même rapport à la mort. C'est là où on rencontre les Ukrainiens beaucoup plus dans leur mentalité aussi occidentalisée, une grande partie de l'Ukraine où la mort a une valeur. C'est qu'une perte est une perte humaine, avec ce que peut sous-entendre comme douleur, comme blessure infligée à toute la patrie. Ce n'est pas du tout le cas. Et d'autant plus qu'en Russie, vous avez ce rapport à la mort, c'est que la mort se solde par de l'argent. C'est que tout le système, on paye les soldats russes, on paye leurs familles, c'est un peu comme le système des martyrs. Hein. Vous donnez un martyr à la patrie, et moi je vous donne du pognon, vous aurez de quoi acheter votre appartement. Et les Russes sont depuis très longtemps pauvres. C'est que c'est pas d'un coup que ça périclite, c'est que les pauvres sont encore un peu plus pauvres et que tout d'un coup arrive cette opération spéciale qui leur permet tout d'un coup d'avoir accès à un appartement, d'avoir accès à une machine à laver et de laisser derrière soi une veuve, une mère, des enfants qui auront plus d'argent qu'avant. Donc en plus, la mort est auréolée d'un mieux dans l'avenir. Donc si vous prenez tout ça en compte, il y a une telle disparité entre la Russie et l'Ukraine que plus ça dure, c'est pour ça qu'on dit que ça finira par servir la Russie le temps, c'est que tout ça y participe. Et qu'on a vraiment, on a été lent. C'est qu'on a fait la guerre en temps de paix, nous, les Européens. On a fini par donner tous les armements qu'on ne voulait pas donner, et finalement, on a pris du retard, parce qu'elle aurait pu s'arrêter. Et comment elle se serait arrêtée? C'est qu'il ne faut pas rêver, il faudra passer par la table des négociations. Et c'est inévitable, toute guerre se finit, mais il faut que l'Ukraine y arrive en n'ayant pas perdu, pour que ça puisse être égal et que la Russie surtout ne gagne pas.